Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je dois installer un Raspberry Pi Z et un Raspberry Pi 5. Le Z parce que j'en ai un et le 5 parce que j'aimerais bien avoir une interface graphique pour aller regarder un peu ce que ça fait le Raspberry Pi Connect. Donc, l'idée, c'est que vous devez télécharger le petit logiciel qui s'appelle Raspberry Pi, comme ceci. Vous lancez l'exécutable, on dit qu'on accepte l'exécution. On a maintenant le logiciel installé sur notre machine. Ici, on veut choisir le Raspberry Pi 0 parce que moi j'ai celui-là. À mon avis, si vous en achetez un, vous serez sûrement en Raspberry Pi 02W ou autre comme ça. Moi ici, je suis en Raspberry Pi 0. Je vais choisir l'OS. Alors, le Raspberry Pi 0, il est en 32 bits. Donc c'est celui-là qu'on doit installer. Sauf que vu que c'est un Raspberry Pi 0, je ne vais pas l'utiliser pour faire pour travailler sur un PC, je vais l'utiliser comme un bête serveur qui tourne. Donc je vais plutôt aller dans le Raspberry Pi OS Other. Et là, je vais aller chercher Raspberry Pi OS Lite, 32 bits, parce qu'à l'époque, on était en 32 bits. Port enemy Bookworm with... Oh, Bookworm. Donc peut-être que je peux avoir le Raspberry Pi Connect aussi sur cette version-là. À voir. Donc Raspberry Pi OS Lite 32 bits, Raspberry Pi 0, oui. On va aller choisir l'espace de stockage là-bas. Il va nous demander qu'est-ce qu'on veut configurer. Je vais venir ici. Je vais dire que je veux un Raspberry Pi que je vais appeler Z. Le root, je vais le laisser en root. Je vais lui donner un mot de passe que je vais ailleurs. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà, donc j'ai mis un mot de passe pour le Wi-Fi et pour l'utilisateur. Service. Alors j'aurais pu utiliser ça, mais j'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour l'utiliser sans des lignes de commande, juste taper le bon truc là-bas. Donc du coup, bah, je vais pas l'utiliser. Euh, C'est là qu'en fait c'est ma clé privée, c'est affiché en pleine vue. Et en plus, ça a l'air d'être tellement long que c'est possible que c'est une clé privée. Bon, c'est pas grave, faudra. De toute façon, c'est pas la bonne vu que ça n'avait pas marché la fois passée. Si vous regardez cette vidéo et que vous savez comment configurer ce truc-là, contactez-moi sur Discord, j'ai envie de savoir l'utiliser. Poup, 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 poup. Ok, on sauvegarde. On dit qu'on veut l'écraser. Il nous demande si est-ce qu'on veut l'écraser. On dit oui. Et donc là, il va écraser le Raspberry Pi 0 et l'installer. Alors maintenant, il m'en faut un deuxième. Donc je vais faire clic droit sur la petite image, lancer le Raspberry Pi image pour en avoir un deuxième. Je vais brancher une carte 32 Go, une carte de 32 Go sur mon ordinateur. Voilà. Je vais choisir l'OS Raspberry Pi 5. Je vais choisir ici du coup Raspberry Pi OS 64 bits ou Bookworm Pi Desktop parce qu'on veut avoir un visual graphique. On veut avoir une interface graphique. On choisit la carte SD 32 Go si elle veut bien se montrer. Oups. Ici. Ouais. Ok, Raspberry Pi 5. Gna, gna, gna. Il me demande pas mes paramètres, je suppose que c'est dans la suite. Voilà. Alors, ici, on va te mettre Raspberry Pi 5. Le mot de passe et le Wi-Fi, je le change. Un. Voilà. Ok. Donc, le mot de passe et le Wi-Fi sont 7. Pareil ici. On va activer le SSH, mais on va pas mettre de clé. Alors, peut-être que le SSH, je peux le désactiver maintenant que je vais utiliser Raspberry Pi Connect, mais pour le moment, ça m'aide pour Visual Studio. Donc, je vais laisser le SSH, vu que j'ai appris à utiliser SSH via Visual Studio. Est-ce que j'écrase? Oui. Voilà, donc là, je suis en train d'écraser mon Raspberry Pi 5 où j'avais tout installé. Il faut bien, il faut bien essayer de trouver, d'utiliser GitHub en général pour que quand vous réinstalliez un Raspberry Pi, vous n'ayez pas à vous soucier du code qui est dessus.
Mais du coup, si vous utilisez GitHub pour avoir votre code et l'installer sur le Raspberry Pi pour pouvoir facilement le flasher, pas devoir faire des backups réguliers, à ce moment-là, il faut que vous notiez une sorte de protocole qui dit bah, vous devez installer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Une sorte de petite page où vous résumez ce qu'il faut installer, comment il faut l'installer, dans quelle ordre il faut l'installer. C'est ce que j'ai fait dans un de mes documents. Ici, bah, basiquement, on va attendre, hein, parce que basiquement, il installe tout ça. Alors, pendant qu'il installe tout ça, je peux aller chercher d'autres lecteurs de cartes SD. Je vais prendre ces deux-là. Ok, elle devrait fonctionner. Je vais brancher des petites cartes 32. Ah oui, mais celle-là, j'en ai qu'une, donc il n'y en a qu'une seule qui marchera à la fois. Bah, le temps que je le fasse, peut-être que... Ok. On branche ça dans... Voilà. Donc là, j'ai branché une carte 32 Go sur laquelle je vais installer le Raspberry Pi 4. Donc on va lancer Pi Imager. Voilà, magnifique. Parce que j'ai un Raspberry Pi 4, 3, 2, 1. On va choisir que on veut un Raspberry Pi 4. On veut choisir que c'est sur le Raspberry Pi OS 64 bits Bookworm recommandé. On veut dire qu'on veut le stocker sur celui que j'ai branché, mais je ne sais pas c'est lequel. Ah, on va le débrancher et le rebrancher pour voir. Eh. Alors ça avait l'air d'être le G. Ouais, c'est le G. Voilà. On fait suivant, il va nous demander d'éditer. Pareil. Alors ici, on va installer le 4. Voilà, donc j'ai à remettre le mot de passe. J'ai à remettre le mot de passe et le root et le local et le SSH. On sauvegarde. On dit qu'on veut écraser. Oui. Voilà. Donc là, on est en train de faire le Raspberry Pi 4. Une fois que le Raspberry Pi Z sera fait, c'est-à-dire celui-ci sera fait, je vais pouvoir mettre la carte du Raspberry Pi 3. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il écrase ma carte, Windows la reconnaît plus et il est en mode ah, mais il y a un problème. C'est pour ça que vous voyez un message d'erreur apparaître. Donc maintenant, je vais devoir un peu discuter de tout et de rien en attendant que celui-là est fini. Mais basiquement, c'est le moment où jamais de vous dire bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse. Basiquement, moi je m'appelle Éloi, je fais plein de vidéos sur Unity, la création de jeux et des trucs comme ça. Et pour mon jeu et pour ce que je suis en train de coder sur Unity, j'ai besoin d'avoir des serveurs. Ces serveurs, ils ont besoin de tourner en ligne et chez moi. Parce qu'en ligne, ça coûte cher, donc je vais en faire tourner chez moi. Et en ligne, c'est disponible tout le temps. Et donc, du coup, là, j'essaye d'apprendre à utiliser des Raspberry Pi 5 dans le but de les faire tourner en ligne. Vu que je suis très fan de Scratch et que j'aime bien donner cours à des enfants, j'ai acheté des Raspberry Pi 5 en mode DevKit pour pouvoir donner des cours sur le sujet. Et donc du coup, bah, là, je suis en train d'apprendre concrètement à utiliser les Raspberry Pi. J'en ai acheté dans le passé, j'ai jamais pris le temps de les étudier. Et ici, je me dis, bah, comme petit serveur qui tourne, ça peut être très sympa pour des bots Discord, pour des bots Twitch et des choses comme ça. Ok, donc du coup, si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que bah, pendant des années, là, je vais devoir jouer avec des cases de réalité virtuelle, de Unity et des Raspberry Pi. Donc si vous aimez bien ces trois sujets, c'est la bonne chaîne. Je parle en français, j'écris en anglais parce que bah, y a plein de vidéos en anglais qui parlent déjà du sujet, mais en même temps, je préfère quand même écrire en anglais parce que j'ai l'habitude d'écrire en anglais et que c'est universel l'anglais. Et donc voilà. Alors ici, notre Raspberry Pi Z, il a fini, donc je vais retirer la petite puce du Z. Voilà. Je vais aller brancher une 32 pour le Raspberry Pi 3. Une carte SD de 32 Go pour le Raspberry Pi 3. Le E.
On va du coup choisir ici le Raspberry Pi 3. Choisir l'OS, on va lui dire qu'on veut le 64 bits. Debian Book, recommended, oui, c'est celui-là qu'on veut. Maintenant qu'on a fait Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 64 bits, on va choisir que c'est le E, vu que c'est le E qui est apparu. On va dire Next, Edit. On va mettre ici 3. Magnifique. Il ne me laisse pas le OK. On va aller changer le mot de passe. Voilà. Voilà. Donc j'ai changé le mot de passe, toujours pareil, hein, SSH, pas de clé, gna, PE, suivant, OK, save. Yes, oula, yes. Voilà. Oui. Donc là, basiquement, je suis en train d'installer. Je vais pas installer la carte SD de mon Raspberry Pi 1 et 2. Parce que le problème, c'est que le Raspberry Pi 1 et 2, ils sont un petit peu vieux et j'ai la flemme d'étudier les anciennes manières de les utiliser. Mais j'ai un peu de curiosité et je me pose la question, où est-ce qu'il est mon Raspberry Pi? Je regarde après mon Raspberry Pi 1 et 2, qui à la base était dans le pot. Ah non, ils n'étaient pas là, ils étaient dans un autre pot qui est un pot qui est là-bas. Bon, bah, pendant que ça installe. Non, il y en a un qui a bientôt fini, c'est le 4. Ah non, c'est vérifié le 4. Donc, pour rappel, ça, c'était le 5. Ça, c'était le 4. Et ça, c'est le 3 que je viens de mettre dedans. 3, 4, 5. Faut pas que je me gourre. Ok, bon. Ça, c'était le 0. Donc, je vais me rancher ça dans le 0. Donc, il est ici. Voilà. Ok, le 3, 5, 4. Je sens que j'ai oublié. Donc voilà, basiquement, comme je disais, je vais attendre que les téléchargements se fassent. Mais si vous êtes passionné par Unity, les Raspberry Pi et la réalité virtuelle, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Moi, je vais vraiment m'orienter, pas nécessairement sur le fait d'utiliser la Raspberry Pi en tant que logiciel et tout, hein, bien que je vais faire des cours de Python, donc je vais sûrement faire des vidéos sur le sujet. Je vais plus m'orienter vers du serveur pour faire des jeux et pour faire euh, juste de la diffusion et de la réception, quoi. Des bêtes petits flasques et tout, pas des sites web et tout. Enfin, vous voyez la police. Faire des serveurs pour des jeux. Donc là, c'est le Raspberry Pi 4 qui a fini. Donc le Raspberry Pi 4, c'était cette carte-là. Hop, hop, hop. Comme quoi, c'était beaucoup plus rapidement. En fait, la raison pour laquelle c'est silent, c'est parce que j'ai pas de lecteur SD. Donc je l'ai mis sur un USB chinois. Et c'est ça que ça prend autant de temps de faire les deux autres, là. Ça en prend vraiment beaucoup d'ailleurs. Alors, le 4, je l'ai en main. C'est pour aller dans le 4 qui est ici. Voilà. Magnifique. Donc, il est branché dedans. Maintenant, on va aller attendre la suivante. Donc, la suivante, ça va probablement être le 5. Je reviens, je vais juste aller voir si j'arrive à trouver le 1 et le 2. Ça, c'est le 3, c'est le 5.
Le 1, il est là, le 2, il est là, les cartes sont toujours dedans, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, du coup, celui-là, on va le fermer. On va prendre la carte. Celui-là, c'est le 2. Hein. Raspberry Pi modèle 2B. Yop, yop, yop. Tiens, la carte n'a pas voulu. Shit. Ah bah, c'est malin ça. J'ai bloqué ma carte. Ok, ouais. Alors, on met la carte dans l'adaptateur. On le branche ici. C'est le G. On va lancer Raspberry Pi Image. On va choisir, donc du coup pour nous, notre Raspberry Pi modèle 2. On va choisir un OS qui est un vieux OS. Tiens, Raspberry Pi Debian Bookworm. Le fait que c'est 2024 11-19, je me pose la question si quand je l'avais installé, c'était déjà Bookworm. Est-ce que c'est si nouveau que ça? Faudrait que j'aille vérifier à quel point c'est nouveau. C'est pour ça que je suis en train de tout réinstaller, en train de me dire sur quel OS il tourne. Raspberry Pi OS 32, Bookworm. Raspberry Pi, oui, c'est celui-là que je veux. C'est bien le Raspberry Pi 2. C'est sur l'OS qui est là. C'était le E, je crois. Non, c'était pas le E. C'était le... C'était le G. Le G. Next. Edit. Ici, on va changer. On met 2. On met le mot de passe. Voilà. Parfait. Magnifique. On sauvegarde. On dit oui. Est-ce qu'on veut installer ça sur la carte? Oui. La carte fait 8 Go, mais apparemment, ça suffit pour cet OS-là. 4 Go, c'est trop peu, généralement, sauf si vous faites un serveur. Si vous faites des petits serveurs sur des clés USB, 4 Go, ça suffit. Ok. Voilà. Non, donc, lui, il est fait. Lui, il est fait. Voilà. Lui, il est en train de se finir et lui aussi. Alors, le problème, c'est que pour pouvoir faire le Raspberry Pi 1... Ah bah non, c'est aussi une petite carte dans un slot, donc pourrait le faire après celui-là. Une fois qu'un des deux autres aura fini, je pourrais le remplacer. Donc là, c'est le Raspberry Pi 5 qui vient de finir. Ok, donc c'est le Raspberry Pi 5. Le Raspberry Pi 5, c'est celui-là. Hop. On le met dedans. Voilà. J'ai mis la carte dans le Raspberry Pi 5. Donc je vais pouvoir prendre la carte du Raspberry Pi 1, qui est une carte de 8 Go. Parfait. Hop, hop. Je branche la carte dans l'adaptateur. Je branche en USB. Voilà. Le F. Donc, Raspberry Pi 1. Chose d'iOS. Raspberry Pi Debian Bookworm du 19. La semaine passée. Okay. Bookworm Raspberry Pi Desktop 32 bits. Oui, c'est ça qu'on veut.
Raspberry Pi A et 32 bits, choisir. On a dit que c'était le E. Ici. Pourquoi il est à 0 lui? Raspberry Pi 2, c'est celui qui est dans le truc là-bas. Est-ce que j'aurais eu une erreur sur le Raspberry Pi 2 et que ça ne se serait pas lancé? Possible. Raspberry Pi 1, 32 bits. Le truc de Wii. Edit. On va changer ici. On met Raspberry Pi 1. On met le mot de passe. Voilà. Raspberry Pi 1, route, le mot de passe. On sauvegarde. On dit qu'on veut écraser. Oui. Magnifique. Donc là, c'est en train d'installer le Raspberry Pi 1 là-bas. Là, je crois qu'il y a eu une erreur et que du coup, il ne va pas... Ah bah non. Il est toujours en train d'écrire, c'est bien, c'est chouette. Bon, il écrit extrêmement lentement, mais il écrit, il écrit. Ok. Un file to disk. Ok, donc apparemment, il n'a pas voulu écrire sur celui-là. Raspberry Pi 1, 32 bits, alors, est-ce que j'ai une carte qui me resterait que je pourrais utiliser? Celle-là, elle fait 8 gigas. On va essayer celle-là. Alors, je débranche le Raspberry Pi 1. On met une carte dedans. On la branche. Le FFF ici. Next, edit. Oui. Vérifier quand même le mot de passe qu'il n'est pas changé entre temps. Voilà. Voilà. Suivant. Oui. Yes. Preparing to write. F is not paramètre. Ça a l'air d'écrire quand même. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le A et le 2, hein. C'est bien le 3 et c'est bien les autres types d'OS. Alors, en attendant que ça se fasse, ce que je peux faire, c'est vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. On va essayer de faire un peu de place. Voilà. Ok. Caméra. Est-ce qu'il va me laisser mettre la caméra alors qu'elle est utilisée par OBS? J'y crois pas trop. Non. Du coup, je vais aller dans OBS. Voilà. Alors ça, c'était le 3. Hein. Donc le 3, il est ici. Ok, donc on va débrancher le 3. Hop, on va aller le mettre dans son espace, qui est bien celui-là. Hein. Non, ça c'est le 2, ça c'est le 1. Je crois que celui-là c'est le 3. 2, 3. Voilà. Ok. Alors, je disais donc, si on veut aller regarder main screen, webcam print,
Main screen. Hello électrique, focus only. Là. Ok. Bon, bah, pendant que le 1 et le 2 s'installent, et pour finir cette vidéo aussi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'évolution des Raspberry Pi. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai pas branché le courant électrique pour. Que 2 secondes, je reviens. Je vais mettre de la lumière. Voilà. Parfait. Alors, si vous vous posez la question et que vous n'en avez jamais vu auparavant, ça pour que je puisse avoir plus facile de vous montrer. Ok, ceci, c'est un Raspberry Pi. En fait, j'ai l'écran de l'autre côté, c'est pas idéal. Peut-être le dézoomer. Voilà. Donc ceci, c'est un Raspberry Pi A. Vous voyez, c'est un des tout premiers qui avait été fait. On peut voir que c'est une qualité un peu où on sent que c'est encore bien du prototypage. Ici, on a encore des traces de marqueurs et tout. Et ici, en fait, on vient mettre une carte comme ceci, à cet emplacement-là. Yep. Et donc voilà, on avait les pins, on avait ce truc-là qui permettait d'avoir l'audio. Ça, j'ai jamais su ce que c'était. Un petit peu d'USB, Ethernet, HDMI. Et donc voilà, ça c'est le 1. Ensuite, on est passé au 2, qui ressemble à ceci. Hop, hop, hop. On peut voir que l'HDMI ici, du micro. Parce qu'avant c'était du micro. Ouais, avant c'était aussi du micro. Ici. Donc on a du micro, on peut mettre des écrans et des caméras ici. On a un HDMI, on a les pins, on a 4 ports ici. Et basiquement, c'est Raspberry Pi 2. On peut voir d'ailleurs que le son a été un peu amélioré au niveau des embouts. Hein. D'ailleurs, je crois que c'était ça le son ici. Je crois que ça, c'est le son. Et du coup, ça, je sais plus ce que c'est. Il est mis Handstat. Ce serait l'alimentation? Non, c'est pas l'alimentation, ça. C'est pas. Pas assez expert dans le domaine. Donc voilà. Ça, c'est le Raspberry Pi 2. Si jamais vous posez la question et vous vous demandez à quoi ça ressemble. Ensuite, on a eu du 2, on est passé au 3. Pouh. Et en fait, le 3, il a une petite particularité, c'est qu'il a le Bluetooth et le Wi-Fi. Et ici, il est mis 3B. Désolé, vous ne voyez pas comme ça. 3B pour Bluetooth. Donc en fait, ici, cette petite chose-là, il n'y a pas grand-chose de niveau de différent. Hein. Les Raspberry Pi font toujours plus ou moins la même chose au niveau du hardware. Hein. On a de l'USB, de l'Ethernet. On peut voir qu'on a des petites lumières maintenant. On a la petite carte SD ici qu'on peut mettre derrière. On a tous les composants. On a un peu plus de pins. Tout se passe bien. Et alors, je ne sais pas c'est laquelle la Bluetooth. Donc voilà. Rien de bien nouveau. Hein. Mais c'était le 3. Alors, le 4, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord vous montrer le 0. Donc, le 0, c'est ça. Si vous posez la question, ça ressemble à ceci. C'est super petit. C'est très pratique. Et comme vous pouvez voir, je ne suis pas doué. Donc, j'ai coupé des pins parce que quand il est fourni, il n'y a pas des pins au-dessus. Donc, vous devez les souder vous-même. Et vous pouvez voir que mes soudures, ça laisse à désirer. D'ailleurs, j'ai pas soudé celle-là. Je l'ai fait du hackathon et ouais. Je vous conseille pas le Raspberry Pi 0 si vous devez faire de ça et que vous savez pas souder. Parce que souder sur des petits bouts comme ça, c'est super dur. Quand vous n'êtes pas habitué. Mais basiquement, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Vous avez ici de l'USB. Alors attention, petite particularité du Raspberry Pi 0. Vous n'avez pas un HDMI classique, vous avez ceci comme HDMI.
Ce qui veut dire que vous devez acheter. Alors je regarde si j'ai ça pas loin à portée de main. Je regarde, hein. Est-ce qu'il est bon pour un câble? Yep. Alors, si jamais faites du Raspberry Pi de ce type-là, faut que vous achetiez ceci. Ça, c'est un câble HDMI vers mini HDMI. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on doit regarder lequel c'est. Je sais plus c'est lequel, USB, Power. Ah non, j'ai rien dit. Ça, c'est encore une autre version. Nous, c'est celui-là qu'il nous faut. Voilà. On va le brancher là. Et là, on a hop là, de l'HDMI. Donc ça vous demande de racheter une rallonge en plus. Et donc là, on a le power, l'USB pour les souris. Alors vous voyez que vu que c'est un micro USB, il vous faut une rallonge pour pouvoir mettre des souris. Donc c'est pour ça que celui-là, il faut vraiment, c'est plus un qu'on va utiliser avec du SSH en distance sans avoir l'écran. D'où le fait que sur celui-là, j'ai installé la version serveur dessus. Si je me souviens bien de ce que je viens de faire. Et donc voilà, Raspberry Pi 0. Alors, après, il y a le Raspberry Pi 4. On peut voir que le Raspberry Pi 4, ils ont fait pas mal de progrès sur les soudures. Toutes les soudures sont bien, elles sont bien foutues. On voit que c'est mécanique, qu'ils ont acheté des bras et tout. On voit que toutes les soudures ici, elles sont super bien soudées. Tu sens que c'est de la machine qui a été soudée, tout ça. Ça, c'est vraiment, ils ont fait des gros progrès sur le 4, quoi. Et donc, du coup, on a ici les micros. On a de l'USB maintenant pour pouvoir avoir du courant, de l'USB-C. Et c'est ici que sur celui-là, on va devoir mettre le micro HDMI ici pour avoir l'écran. Si vous voulez un écran, il va falloir un micro HDMI. Ici, on a le audio. On a de l'USB classique et de l'USB potentiellement 3. Il faudrait que j'aille vérifier. On a le Wi-Fi, les pins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on ne le voit pas fort parce que j'ai mis un shield dessus. Mais vous avez toutes les petites puces Bluetooth, Wi-Fi et tout là-dedans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un shield par-dessus, qui est ce shield-là. Et en fait, ce shield-là, ça permet de voir l'état des petites pins là-bas avec des petites couleurs. Et ça vous permet, avec des vis, de venir mettre des petits câbles dans les terminaux. Donc en gros, je ne l'ai jamais utilisé. En fait, j'ai acheté ça pour un Raspberry Pi Pico et je me suis dit que c'était trop cool et je l'ai acheté pour celui-là et puis je ne l'ai jamais utilisé. Mais basiquement, ça c'est super pratique si vous voulez faire de l'électronique sur votre Raspberry Pi. Bon, du coup, ça c'était le 4. Maintenant, un pop-up, on est arrivé au 5. Et le 5, il ressemble à ceci. En fait, vous avez toujours ici le port HDMI pour avoir un écran. Vous avez deux écrans. Voilà, voilà. Vous avez l'USB-C ici pour le courant. C'est toutes les petites puces qui sont à l'intérieur. Vous avez les pins là-bas. On a de l'USB 3, de l'USB classique et Ethernet. Tout semble bien soudé, tout semble bien construit et tout. Hein. C'est un 4 mais amélioré. Il a une petite particularité, c'est qu'il vous faut un refroidisseur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, mais si vous ne mettez pas un refroidisseur, vous avez un truc qui est tellement puissant que ça chauffe à mort, quoi. Vous pouvez faire tourner vraiment des mini-jeux, des programmes un peu intenses et tout. Il devient bien. D'après ce qu'il est dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas été vérifié, mais d'après ce qu'ils disent dans les vidéos YouTube, le 4 est 2 à 3 fois moins puissant que le 5. Et donc, du coup, il y a une chaleur qui est produite et cette chaleur, il faut bien l'utiliser. Vous voyez qu'ici, ils ont mis les deux ici pour les caméras et le reste sur le côté pour qu'on puisse vraiment mettre le ventilateur qui vient se coller sur les puces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un refroidissement passif, c'est-à-dire c'est du métal qui vient se mettre sur les puces et avec la pâte thermique, ça vient chauffer, ça vient se coller dessus. Et alors, vous voyez les petites vagues ici, c'est pour qu'il y ait un maximum d'air avec le métal. Et le but, c'est de faire que l'air s'en va. Le truc, c'est que le passif, c'est bien, mais l'actif, c'est quand vous soufflez dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souffler, ça permet d'amener de l'air, et cet air va du coup rentrer en contact avec le métal
Et vu qu'on va le dégager, bah, la chaleur va se dégager du métal. Et donc on va refroidir encore plus rapidement. Si vous achetez un Raspberry Pi 5 et que vous achetez ça, bah, vous avez un passif et un active cooling. Très pratique. Attention que il vous faut du coup un petit truc comme ça pour pouvoir avoir de l'HDMI si vous voulez utiliser celui-là avec un écran. Alors, le truc c'est que c'est bien beau d'avoir fait un 5. Tiens, il y a le Raspberry Pi numéro 1 qui vient de finir de l'autre côté. Je sais plus c'est lequel par contre. Shit. Huh. Merde, j'ai oublié c'était lequel. On verra bien après. Ok. Alors, le truc, je reviens. Il reste un Raspberry Pi, qui est celui que j'ai choisi. Je vais le débrancher pour venir vous le montrer. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'aime bien les Raspberry Pi, mais il y a un truc qui m'emmerde énormément, c'est ceci. Vous voyez, ça, c'est pour avoir un écran, il faut rajouter un adaptateur qui vient se mettre dessus. C'est vite le bousou. Et en gros, tu prends ça, tu mets ça là, puis t'en mets un là, puis t'as ça là, puis t'as des câbles là, puis t'as l'internet là. T'as tous des câbles dans tous les sens. Oh, désolé. Donc t'as des câbles ici, là j'ai le truc là-bas, t'as ça là-bas, t'as un deuxième, ça rentre pas parce qu'il n'y a pas assez de place, il t'en faut un spécial, puis il te faut l'USB-C. Vous voyez un peu, c'est pas, c'est idéal, hein, c'est chouette, mais je vous avoue que des fois c'est un peu chiant. En tout cas, quand vous voulez avoir un écran relié à ça. Et donc en fait, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter ceci. Donc ça, c'est un Raspberry Pi Developer Kit, un Raspberry Pi 5 Developer Kit. Et en fait, le Raspberry Pi 5 Developer Kit, qui est celui sur lequel je vais essayer de donner les cours, vous voyez qu'il a deux HDMI classiques, d'où le fait que j'ai choisi d'acheter ce truc. Parce que du coup, j'ai pas besoin d'acheter les adaptateurs, j'ai juste directement les deux là-bas. On a de l'Ethernet, de l'USB 3, le power. On a une carte SD, sauf que ça, c'est la partie que je trouve un peu débile de ce truc-là. Quand il arrive dans la boîte, le truc SD est désactivé. Et donc en fait, dans la théorie, vous voulez utiliser du SD, mais dans la pratique, vous ne pouvez pas. Donc, il faut prendre une clé USB sur laquelle vous allez installer votre OS et vous allez le brancher ici, comme ceci. Et vous allez avoir du coup votre OS en USB. Il vous reste un port USB que vous pouvez utiliser pour faire autre chose. Donc, vous avez une petite antenne ici en Wi-Fi. Et en fait, cette antenne-là, c'est une petite antenne. Alors, le Wi-Fi sur le. J'essaie d'en trouver un. Vous voyez, ça c'est le 3. Le Wi-Fi dans ce genre de puce, dans mes souvenirs, c'est genre celui-là. C'est ce petit truc-là. Sauf que ça, quand ça Wi-Fi qui est bien. Sauf que quand vous êtes dans une pièce chez vous, ça va, mais quand vous êtes dans un grand bâtiment, avoir le Wi-Fi par ça, vous perdez une grande portée sur le fait d'avoir ce genre de truc. Je sais plus si c'est celle-là, celle-là. Il y a une des puces carrées qui est le Wi-Fi. Pam, pam, pam. Je regarde s'il est mis dessus. Bon, vous avez le Wi-Fi dessus, mais en fait, ça veut dire que dans une maison, ça passe, mais dans un bâtiment industriel, ça passe un peu moins. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez cette antenne-là, qui en fait va être reliée à votre Raspberry Pi. Vous allez me dire, mais c'est un peu gros pour un Raspberry Pi. Ouais. Alors on va l'ouvrir. Attendez, je vais... Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez qu'on a des petites vis ici. Hop, hop, hop. Voilà. Et une. Et de deux. Et 3. Ceci. Et de 4. Qu'on a 4 petites vis qui tiennent le boîtier.
Voilà. On va pouvoir retirer le boîtier. Hop, hop. Voilà, je le garde pas trop loin parce qu'il y a des câbles dedans. Voilà. Donc en fait, vous voyez que ici on a un petit ventilateur et ce ventilateur va souffler sur ce petit composant. Et donc en fait, j'essaie de ne pas avoir trop de lumière dessus et que vous puissiez lire, mais voilà. Bon, j'essaie de trouver le bon angle. Hein. Ah, voilà. Donc ça, c'est le Raspberry Pi 5. Et en fait, ça, c'est un petit module qu'on peut venir mettre dedans et qu'on peut retirer facilement. Et en fait, vous voyez que là, il y a tous les composants nécessaires. Donc, il y a la puce Wi-Fi et Bluetooth. Il y a le Raspberry Pi avec le refroidisseur et tout. Il y a 2-3 autres puces. Donc, tout ce qui est important sur le Raspberry Pi est là-dedans. Et en fait, tout le reste, toute cette board-là, c'est des trucs supplémentaires qui sont utiles. Donc, ça, c'est le nécessaire et ça, c'est juste le pourtour. Et donc, en fait, vous voyez qu'ici, on a des pins qui nous permettent de choisir si on veut telle ou telle ou telle chose. Donc, en fait, vous mettez des petits capuchons. Ça vous permet d'activer ou de désactiver des choses. Là, vous avez un truc pour la caméra. Et là où on a un petit bouton pour allumer et éteindre. Là, on a un autre truc pour une deuxième caméra si on veut une deuxième caméra. Ça, c'est les petites pins qu'on a sur les autres Raspberry Pi. Et ça, c'est un endroit pour une pile. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un appareil qui doit garder l'heure et qui, quand il démarre et redémarre, perd l'heure, c'est pas pratique. Donc, vous pouvez mettre une pile ici si vous désirez pour pouvoir garder l'heure. Et je ne sais pas si ça maintient le Raspberry Pi ouvert en cas d'une panne, mais en tout cas, voilà, ça maintient l'heure. Là, on a évidemment, là, on a vraiment, évidemment tout le reste. Donc, on a les deux HDMI qui sont ici. On a l'Ethernet qui est là-bas, les petits trucs USB-C. Ça, c'est pour la carte SD que je n'ai pas réussi à activer pour le moment. Je vais devoir essayer de trouver. Ça, c'est, je ne sais pas, Micon. Ah oui, si, c'est justement le sujet. Alors, moi, j'ai un petit problème d'ordre pratique. J'ai acheté ça et ça en me disant que je pourrais utiliser une carte SD. Sauf que Raspberry Pi n'a plus envie d'utiliser des cartes SD, des petites cartes comme ça. Petites cartes comme ceci. Hop, hop. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez l'emplacement, mais pour pouvoir utiliser l'emplacement, il faut faire toute une manœuvre pour lui permettre d'être utilisé. Ne me posez pas la question pourquoi, j'en ai aucune idée et j'ai pas réussi à l'activer pour le moment. Si vous savez comment, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à m'aider si vous savez comment. Donc ici, ça c'est le Raspberry Pi. On peut brancher une clé USB ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez un espace pour une carte de ce type-là. Donc en fait, là, vous pouvez mettre une toute petite carte Raspberry Pi. Si vous achetez la vôtre, vous pouvez mettre une plus longue, une plus longue, une plus longue. Et en fait, ça, c'est un espace pour mettre un espace de stockage. Et en fait, Raspberry Pi fournit des petites clés à 256 GB qui viennent se brancher ici à l'intérieur, qu'on appelle EMMC ou autre comme ça. Mais basiquement, moi, je ne l'ai pas encore acheté. Enfin, je l'ai acheté, mais j'attends qu'elles arrivent, parce que je m'en suis rendu compte hier qu'il fallait ce genre de truc. Mais basiquement, là, on va mettre une petite carte au lieu de la carte SD. Mais vous pouvez toujours utiliser, évidemment, l'OS à l'extérieur. Hein. Donc, ça veut dire que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une version Raspberry Pi 5 avec des écrans ici. Et puis, je vais mettre le serveur ici branché sur l'USB pour quand j'ai besoin du serveur. Ce qui fait que je peux l'utiliser et comme moniteur et comme serveur selon l'envie. Et donc voilà, ça c'est le Raspberry Pi 5. C'est le Raspberry Pi 5 DevKit. Et il coûte cher et pas cher. Il coûte pas cher, mais en même temps il coûte cher parce qu'il vient avec toute une gamme d'équipements, une boîte en métal et tout. Il vient avec les câbles HDMI. Donc, il vient avec mon dos. Il vient avec deux câbles HDMI comme ceci. Deux longs câbles HDMI d'1 mètre. Il vient avec une prise USB-C et USB, une prise USB vers le courant, une USB-C vers le courant. Et il vient avec un refroidisseur. Il est où le refroidisseur? Il vient avec ceci.
voyez, ça c'est la pâte thermique qui va se coller sur le Raspberry Pi. Vous voyez, ça c'est le refroidisseur actif. Donc c'est le truc qui va faire que c'est tout, c'est trop froid. Oh, c'est trop génial. Donc ça c'est un refroidisseur passif, c'est-à-dire qu'il se met sur le Raspberry Pi et il va permettre passivement d'évacuer la chaleur. Le problème c'est que et ça, tous les youtubeurs qui ont testé la boîte sont en mode mais c'est débile. Et je suis d'accord avec eux. Maintenant, voilà, c'est la vie. Il y a eu un choix. Je suppose qu'il y a une raison derrière. Attendez, hop. Je vais vous montrer la truc qui est débile si vous en achetez un. J'essaie de le vérifier. Voilà. Ce qui se passe, c'est que ça se met normalement. Comme ceci. Non. Mais non, pas comme ça. Si, c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, ok. Donc, basiquement, je crois que ça devrait se mettre comme ça. Le problème, c'est que si vous faites ça, et que vous faites ceci, tada, vous avez en fait le ventilateur qui vient toucher le truc ici et qui empêche que la boîte se ferme. Donc, basiquement, il va falloir que vous fassiez un choix dans votre utilisation. Est-ce que je veux utiliser le ventilateur ou est-ce que je veux utiliser le système passif? Sachant que, d'après ce que j'ai lu, encore une fois, je suis nul dans le sujet, le ventilateur marche mieux que le passif, mais le passif fait pas de bruit et n'utilise pas d'électricité. Donc il va falloir choisir l'un ou l'autre, ou bien dépenser un tout petit peu d'argent pour avoir un qui est moins épais et dont le ventilateur est dedans, et puis venir le mettre dessus pour pouvoir ventiler. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de laisser le ventilateur pour le moment. Si on me dit que c'est vraiment pas une bonne idée, bah, j'utiliserai une autre méthode, mais là pour l'instant j'ai laissé le ventilateur. Et donc, voilà, voilou. Et donc, c'était une petite vidéo. Je remets l'écran. Voilà. C'était une petite vidéo sur comment configurer les OS et les différents Raspberry Pi qui existent. En tout cas, moi, ce qui se passe, c'est que je les ai toujours achetés au fur et à mesure de mes années à bricoler, mais je ne les ai jamais réellement utilisés parce que, bah voilà, c'est. En fait, vous essayez de faire un projet avec un Raspberry Pi, et puis vous remarquez que le lecteur de température, bah, il y en a un dans Android. Vous faites un truc avec un accéléromètre, et en fait, vous remarquez qu'il y en a un dans Android. Puis vous essayez de faire un truc avec un gyroscope et un compas, et vous remarquez qu'il y en a un dans Android. Puis vous essayez de faire un truc avec un mini-serveur, et vous remarquez que bah, de faire tourner un Android, ça marche aussi. Et en fait, il y a plein de situations où quand vous faites des prototypes pour le jeu vidéo, bah, en fait, un Android elle va vachement mieux et plus efficace. Il consomme un peu plus et voilà, c'est Android, mais ça marche mieux. Du coup, j'ai acheté des Raspberry Pi, mais la plupart du temps, je ne l'ai pas utilisé. Vous allez me dire, oui, mais le Raspberry Pi, il a des pins, hein, des petites pins qui sont sur l'appareil. Alors, oui, mais à ce que vous venez de dire là, je vais vous montrer pourquoi je n'utilise très peu les Raspberry Pi. Je reviens. Alors, où est-ce que vous êtes, les amis? Vous êtes ici. Là. Là. Ça. Ça. Hop, 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 hop. Ça. Et où est-ce qu'il est le. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je l'avais à portée de main il n'y a pas longtemps, mais
revient, hein, c'est juste, j'essaie de chercher des appareils que j'aimerais bien vous montrer tant qu'à faire cette vidéo. Et il faut que je retombe dessus, mais dans le bazar de ma pièce, je ne les retrouve pas. Si j'étais un cactus. Bon, en attendant, je vais vous montrer ceux-là, et on verra bien si j'essaie de retrouver les autres. Alors, ça m'ennuie, c'est que je les ai pas apportés. Ah, ils sont là, ils sont là. Je les ai. C'est bon, je les ai. Alors, si vous êtes encore dans cette vidéo, merci à vous déjà. Et si vous êtes encore dans cette vidéo, je vais vous montrer 2-3 trucs qui ont moins rapport avec les Raspberry Pi, mais qui ont rapport avec la vie des Raspberry Pi. La vie autour des Raspberry Pi. Où est-ce qu'il est le truc pour focus sur focus. Voilà. Alors, la raison pour laquelle dans le passé j'avais tendance à ne pas utiliser des Raspberry Pi, elle est assez simple. Ceci, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un Arduino Uno. Donc un Arduino Uno, c'est un petit appareil comme ça avec des petites pins. Vous avez de l'analogique ici, donc c'est des. Est-ce que le courant varie? On fait des petites vagues. Est-ce qu'il monte en volts? Est-ce qu'il descend en volts? Vous avez tout ce qu'il faut là-bas. Et ça, c'est le cerveau de ce petit appareil. C'est pas un ordinateur, c'est un microcontrôleur. Ça permet de faire des actions. Ici, vous avez des petites pins qui permettent de lire du vrai ou du faux ou d'activer du courant. Donc du courant bas voltage, hein, très petit, très petit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce truc-là devient extrêmement puissant quand vous y ajoutez ceci ou que vous y ajoutez. Je regarde s'il y en a un qui traîne. Bon, on va prendre celui-là. Celui-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, admettons, vous voulez faire un projet et vous dites, je vais utiliser un Raspberry Pi. Ouais, sauf qu'en fait, si vous utilisez ça, c'est un petit capteur HC05, HC06 qui en fait émet du Bluetooth. Et en fait, vous pouvez envoyer du texte dans ces petits trucs-là, dans ces petites pins-là, dans ces petits câbles-là, et le recevoir de l'autre côté. Donc en fait, c'est juste un truc qui permet de transmettre des petits 1 et des 0 via le Bluetooth et que vous pouvez réceptionner via ce qu'on appelle du UART. UART, c'est un standard de communication via l'électricité qui transforme des 1 et des 0 dans les petits câbles comme ça et qui permettent du coup d'envoyer des 0, 1, 2, 3, A, B, C, D, des choses comme ça, d'avoir des phrases, des lettres et de faire des projets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le UART marche dans du Bluetooth comme ceci et via de l'USB. Donc si ici vous branchez ces petites pins-là ici à ça, et bien en fait vous pouvez envoyer des 1 et des 0 ici, là-bas, sur votre ordinateur. Et donc de la même manière que le Bluetooth, vous pouvez envoyer des informations de là et de là vers de l'USB ou du Bluetooth. Et alors en fait ce qui se passe, c'est que ça c'est extrêmement puissant. Parce que ça veut dire que j'ai pas besoin de mettre de la logique sur un Raspberry Pi. Je peux juste en fait mettre la logique sur mon ordinateur et communiquer ici entre mon ordinateur et l'électricité, ou de communiquer entre mon téléphone, le Bluetooth et l'électricité qui passe là-bas. Vous voyez un peu l'idée? Ici, j'envoie l'information là, elle passe là-bas, elle se branche sur mon appareil ici, et ici, je vais faire des actions ou lire des actions. Donc en fait, vous voyez que le cerveau se trouve du coup sur mon ordinateur et sur mon téléphone. C'est extrêmement pratique. Le défaut de cette technologie-là, c'est que c'est du C++. Que si vous n'êtes pas fan du C++, c'est pas toujours idéal. En fait, ce qui se passe, c'est que si, comme moi, vous aimez bien jouer à des jeux vidéo, alors moi, je vous conseille pas je vous conseille pas le Arduino Uno, mais le Leonardo. Donc le Leonardo, et vous voyez, il est mis ici, Leonardo. Le Leonardo, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer là. Donc le fait de pouvoir lire de l'électricité, de pouvoir écrire de l'électricité, jouer avec des LED, des boutons et tout, à la différence qu'il a une petite puce qui permet de simuler un clavier.
En fait, via ça, vous pouvez faire de la musique, des claviers, des touches de clavier, des touches de joystick. Si vous le formatez d'une certaine manière, vous pouvez faire une manette de jeu et une manette Xbox. Donc ce truc est extrêmement pratique. Le truc, c'est que ça, c'est une version officielle, ça, c'est une version officieuse, donc une autre version, une autre marque qui fait exactement la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un Arduino Leonardo. Donc ça, c'est ce que j'avais acheté à l'époque. Et il y a une autre marque qui a commencé à en faire, qui s'appelle Ki Studio, qui fait des Leonardo. Et quand moi, je les ai achetés en groupe, parce que j'en ai acheté 4, elle ressemblait à ça. Et donc en fait, ça, pareil, c'est pour faire des petites touches de clavier, des joysticks, des manettes et des choses comme ça. Extrêmement puissant, extrêmement pratique. Le problème, c'est que ça reste du C++. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça alors que à la base, je parlais de Raspberry Pi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'origine, on utilisait des Arduino, sauf que Raspberry Pi, ils ont fait ce petit truc-là qui s'appelle Raspberry Pi Pico. Vous voyez ici? Hop, hop, hop. C'est pas mignon? J'essaie de trouver le bon angle de vue avec la lumière, hein. Voilà, ça c'est le Raspberry Pi Pico. Et en dessous, vous pouvez voir qu'on a le libellé de toutes les pins. Donc pour pouvoir faire, et ça fonctionne sur du 3 volts. Donc ça, c'est pas un ordinateur, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur, hein. À la petite différence que dans la puce du Raspberry Pi tourne quelque chose qui s'appelle du MicroPython. Et le MicroPython, comme ça le dit, c'est du Python pour des petites puces microcontrôleurs. Ce qui veut dire que si vous êtes habitué à coder du Python en tant que débutant, en tant que jeune développeur, et ben en fait, ce sera extrêmement simple de coder là-dessus. L'avantage aussi, c'est que vu que c'est du Python et que c'est interprété, c'est stocké sur une sorte de mini carte, mini disque dur, un mini carte USB. Ce qui veut dire que quand vous branchez ça sur votre PC, vous pouvez récupérer le code. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est du code qu'on dit compressé, compilé. Et en fait, ça veut dire que quand vous le mettez, c'est du langage machine, c'est très rapide, très puissant, mais vous ne pouvez pas le récupérer. En tout cas, vous pouvez peut-être le récupérer, mais il ne sera pas très lisible. Alors que là, quand vous le récupérez, vu que c'est de l'interprété, vous le récupérez comme le développeur l'a déposé. C'est-à-dire, vous pouvez lire le code qui est dessus. Et ça, quand vous n'êtes pas très très organisé sur le fait de stocker vos codes et de stocker les versions et de savoir quel code est sur quelle machine, c'est extrêmement pratique. Parce que du coup, vous le branchez, vous regardez le code qui est dessus et c'est trop génial. Moi ici dessus j'ai installé du Circuit Python qui est une version un petit peu alternative, beaucoup plus simple et autre, mais c'est ça l'idée. C'est que j'avais autre chose à dire. Ah oui, ce qui se passe c'est que, admettons, vous êtes plus un enfant ou un adolescent et vous voulez faire utiliser ça, mais ça vous semble un peu trop complexe, un peu trop... En plus il faut acheter des câbles et tout. À ce moment-là, ce que vous pouvez acheter, c'est ceci. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un microbit. Le microbit, c'est un tout petit appareil exactement comme celui-ci. C'est exactement la même chose que ceci. C'est la même chose à l'intérieur. Sauf que c'est à l'intérieur de la peinture ici, vous voyez. Donc en fait, on a deux petits boutons ici. On a un petit bouton qu'on peut pousser là-bas. Et ici, vous voyez les petits trucs métalliques, ce sont des petites pins comme ceci. Comme ces parties-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que celle-ci, on peut la toucher pour faire des actions. Celle-ci, on peut la toucher pour faire des actions. Ça, c'est une fuite d'électricité. Et ça, c'est l'électricité qui vient. Tout ça, c'est si vous voulez ajouter quelque chose en plus. Vous avez des petites lumières ici qui permettent de faire des mini-jeux, des petites lumières, genre afficher les cœurs, des smileys, des petits bonhommes, des LED, des chiffres. Et vous voyez que toute l'électronique se trouve ici derrière. Hop, hop, hop. J'essaie de le tourner pour que ce soit visible pour vous. Voilà. Tout ça, c'est l'électronique. On a un truc pour mesurer la température, on a le Bluetooth ici, on a un microphone qui est... Je ne sais plus où. Speaker. Ça, c'est le speaker. Ça, c'est un compas. Vous voyez qu'il y a tout dedans. Il y a un truc pour mesurer la température, il y a un microphone, il y a un compas, il y a un gyroscope, il y a un accéléromètre. Basiquement, ce truc est trop génial. Franchement, j'étais trop fan de ce composant.
Ça, c'est pour le brancher sur le PC. Et alors, ça marche même au niveau du navigateur web. Et en fait, vous n'avez même pas besoin d'installer d'un éditeur. Vous branchez ça dans votre PC. Vous allez sur Internet, vous allez sur la page du microbit. Et vous pouvez directement coder depuis la page en no-code, c'est-à-dire sans devoir faire du code, et en code si vous voulez faire du code. Extrêmement pratique. Le truc, c'est que quand vous faites de l'électronique, vous avez souvent envie de faire plus. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous achetez un petit board comme ça qui s'appelle Kia Studio. Vous le branchez comme ça, ici. Tadam. Et soudainement, vous pouvez faire beaucoup plus. Et en fait, ici, on peut brancher du 7 à 9 volts. Ici, 7 à 9 volts. Ce qui va permettre d'alimenter ici des moteurs. Et on va pouvoir activer des moteurs, faire des actions qui prennent du 9 volts là-bas. Et donc, qui ne vont pas cramer votre board et qui vont alimenter des moteurs. Et en plus de ça, vous avez plein de petites pins qui sont en fait des sorties, des entrées et la donnée, ce qui va vous permettre de beaucoup plus facilement faire des petites lectures électriques. Vous allez me dire, mais du coup, c'est quoi le rapport entre les Raspberry Pi? Déjà, c'est un Raspberry Pi Pico, donc ça fait partie de la gamme des Raspberry Pi, fait par la BBC. Et ensuite, ce qui se passe, c'est comme je vous disais, moi souvent, ce qui est plus simple, c'est de prendre ceci, hein, un HC05, de venir le brancher ici, entre l'électricité et le ground, de prendre deux signaux ici, de venir les brancher, je sais plus où. Il faudrait que je regarde où est-ce que je les avais branchés dans le tuto. Mais basiquement, vous branchez ça comme ça. Il faut choisir les bonnes pins. Et vous pouvez commencer à faire du Bluetooth et envoyer ça sur un téléphone, sur un PC, sur une console, sur tout ce qui supporte du Bluetooth en fait, hein. Sur un Quest, sur un Quest 3. Et donc depuis le Quest 3 téléphone ou un PC, vous pouvez contrôler et lire les données qui sont ici. Et ça, c'est vraiment trop génial. Et donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste encore un que je dois vous montrer. Comme ça, j'ai une sorte d'archive de tous ces petits appareils. Où est-ce qu'il est, lui? Je sais que je l'ai pris avec moi. Alors, ce truc, ici, bouge-toi. Ceci est un ESP32. Alors, l'ESP32, c'est pas un Raspberry Pi, c'est pas du Python, ça reste de l'Arduino avec du C++. Mais cet ESP32, en fait, il a une petite borne Wi-Fi ici et un petit capteur Bluetooth. Il faut savoir que le Raspberry Pi que je vous ai montré, le Raspberry Pi Pico que je vous ai montré plus tôt, s'il a un petit carré comme ça, c'est qu'il a du Bluetooth et du Wi-Fi aussi, hein. Donc vous pouvez faire des serveurs web, des petites pages, du Bluetooth et tout. Vous pouvez communiquer via ce petit truc là, c'est très pratique. Donc achetez le Raspberry Pi W pour avoir la petite puce Wi-Fi ici. Je vous le conseille vraiment. Et donc du coup, lui, il a aussi une petite puce Bluetooth et Wi-Fi. Sauf que le SP32, il est un peu chiant à gérer. Mais une fois que vous arrivez à le gérer, il peut simuler des manettes et des claviers Bluetooth. Donc en gros, avec ce que vous voyez là, c'est un clavier et une manette Bluetooth. Donc vous pouvez augmenter le son de votre PC, diminuer le son de votre PC, simuler des touches, vous pouvez envoyer des touches de manette, vous pouvez jouer à des jeux, vous pouvez faire plein de choses, simuler plein de choses via le Bluetooth qui se trouve là-bas. Et donc en fait, si vous aimez faire du QA testing pour le jeu vidéo, vous prenez cette petite puce, vous la branchez, vous envoyez des commandes de faire des touches clavier et des touches de manette, et vous pouvez faire des touches de clavier et de manette via le Bluetooth qui se trouve là-bas. Donc lui, il va envoyer des instructions et lui va les exécuter et vous allez pouvoir contrôler des ordinateurs, contrôler des jeux vidéo, des consoles et des choses comme ça. Et alors si jamais vous voulez jouer à la PlayStation 4, la PlayStation 4 et la PlayStation 5 depuis ça, vous branchez ça sur votre téléphone et sur le téléphone, vous lancez l'application pour contrôler votre PlayStation à distance. Et vous vous trouvez avec une situation où vous pouvez jouer à la PlayStation 5 depuis de l'électronique. C'est un petit peu de hack
Mais voilà, donc c'est le dernier truc que je vous montre parce que c'est le dernier que j'ai acheté que je trouve très très pratique. J'aurais bien voulu le faire avec ça, mais en fait ce qui se passe c'est que à chaque outil sa force. Genre celui-là il est très fort pour faire vite fait du prototypage avec des moteurs quand vous le branchez là-bas. Celui-là il est très fort pour faire du prototypage avec des senseurs, avec des trucs de température. Il est très facilement branchable, il est très bien pour faire des petits projets. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment bien pour faire des manettes, quoi. Vous pouvez faire des manettes en 50 lignes de code avec celui-là, alors que celui-là, il faut installer un fichier, il faut installer des configs, c'est vraiment une galère pour pouvoir utiliser ça en tant que manette. Et celui-là, il n'est pas du tout fait pour des manettes. Donc, vous voyez un peu pourquoi je vous parle de tout ça. Donc, basiquement, je vais finir la vidéo sur ceci. Il y a plein d'appareils qui permettent de bien s'amuser. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Si c'est pour faire des serveurs, des Raspberry Pi ordinateurs. Si c'est pour faire de l'électronique, il y a ces trois-ci que je vous ai présentés ici. Hein. Donc le Pico, le ESP et celui-ci, je vous les conseille fortement. Si vous voulez rester sur du traditionnel, au niveau de l'électronique, prenez un Arduino Leonardo, comme ça. Et celui-là, il est très con, très simple, il permet de faire pas mal de choses. Il est très puissant. Bon, il faudra faire du C++ et pas du Python, mais il est vraiment bien. Et donc voilà, je vais finir cette vidéo sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, ici, on peut constater que il n'a pas fini d'écrire sur le 2. Je ne sais pas pourquoi, il est extrêmement long. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas essayer de continuer. Je vais aller brancher toutes les cartes et vérifier qu'elles fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, moi, elle m'a permis de vous montrer un peu tout le matos et de pouvoir montrer à quoi ça ressemble. Au cas où si un jour je veux montrer à quelqu'un à quoi ça ressemble. Et donc voilà. Bonne journée à vous, que le code soit avec vous. J'espère que vous êtes bien amusés. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.